que lorsqu'on est au pouvoir, on essaye de tout vous attribuer. Mais je note avec satisfaction que ces problèmes peuvent être débattus en tant que Congolais, sans couleur politique, parlant seulement de notre pays. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut bien m'accuser d'être la majorité, mais permettez-moi, dans l'opposition, je connais un monsieur qui s'appelle le professeur Kalele, un exemple, qui a été ministre des Mines dans ce pays. L'humble serveur Papitambe en face de vous n'a jamais été ministre. Je connais plusieurs personnes, hein, le temps me manquait de les citer, qui ont laissé des bilans lorsqu'ils ont géré. Et je ne pense pas que ce sont des bilans qui sont glorieux. Donc, je ne voudrais pas, je connais le Ngakoi, par exemple, qui est au transport. Il peut crier aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un bon rôle de se dire que lorsqu'on est dans l'opposition, finalement, nous devons parler. C'est un débat citoyen. Je l'ai dit parce que je n'ai pas... Il y a M. Dorbe Yamayanga, bien qu'il s'est un peu émandé, mais il ne s'est pas privé quelques pics. Je voulais juste remettre cela dans sa bonne conscience pour que je lui dise mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est d'en parler en tant que Congolais. Maintenant, en tant que Congolais, le premier des Congolais lui-même, le chef de l'État, c'est lui qui crée cette institution, ça montre qu'il y a un problème. C'est lui, le chef de l'État, qui les dénonce dans plusieurs de ses discours. Ça montre qu'il y a un problème. N'ayons plus peur de le dire, puisque le premier des Congolais le dit. Et presque partout, nous le disons. Mais en même temps, nous devons reconnaître les efforts qui sont mis en place. Nous devons les reconnaître. Il faut également dire que les infractions en la matière, il n'en existe pas beaucoup, hein, traquées par le procureur. Vous en connaissez? Mais je suis entré, non, j'en connais. Je ne suis pas ici pour essayer de parler des dossiers judiciaires. Mais je dis, j'en connais. Mais je vais dire, je vais dire ceci, partout au monde, je dis bien partout au monde, ces genres d'infractions malheureusement existent. Dans votre exposé du début, vous avez parlé s'il y aurait déjà des Madoff à la congolaise. Je ne pense pas qu'une Madoff soit une référence congolaise. Je ne pense pas. Donc si ces références peuvent bien venir des États-Unis d'Amérique, ça montre que même aux États-Unis d'Amérique, il y a un problème. Mais nous devons lutter contre cela. Mais en même temps, nous ne devons pas penser que ça doit constituer un frein pour le développement. Pourquoi? Prenons l'exemple, ça ne peut pas constituer un frein, c'est-à-dire une excuse pour le développement. Tout en luttant contre ces fléaux, mais nous ne devons pas oublier que les enjeux du développement doivent rester ouverts. Le Japon, en pleine période de reconstruction, entre 1955 et 1993, a connu pas moins de 15 gouvernements qui se sont succédés. Mais si les 15, 9 sont tombés pour cause de corruption. Là, c'est un fait parce que nous savons que les Japon... Au moins là-bas. Non, ils sont tombés 9, mais ça n'a pas empêché au Japon de se développer, de rattraper son retard. Ce qui n'excuse pas la corruption. Je suis en train de le préciser ici pour que Norbert ne tire pas d'ici. Mais je dis que les jeux du développement doivent rester ouverts par une certaine innovation dans la politique. Voilà pourquoi je saluerai par exemple les génies du chef de l'État avec ce que nous appelons communément les contrats chinois. C'est-à-dire que c'était un mécanisme qui était mis en place tenant compte de la notion de la corruption chez nous lorsque nous parlons d'un système de troc, disons-les comme tel. Ça a permis de réduire, d'atténuer, au moins dans ces domaines. C'est pourquoi l'impact est visible. Nous voyons les travaux. Personne ne peut dire dans ces pays que les contrats chinois ne produisent rien dans ces pays. Ils ont mis en place un secrétariat exécutif. Ce secrétariat exécutif a pour charge de faire la coordination et le suivi de ces contrats, mais qui se fait de la manière dont nous connaissons tous. Ça montre clairement que tout en étant dans un contexte particulier et précis, on peut avoir l'intelligence et l'innovation de faire les choses et d'avancer. Mais nous devons lutter contre ces fléaux parce que ça ternit l'image de notre pays, bien que ceux qui la ternissent ne sont pas forcément sains. Parce que ceux qui la ternissent, généralement, sont des investisseurs qui viennent chez nous. Or, beaucoup de ces investisseurs ne sont pas bien cotés. Parce que certains viennent chez nous, ils ternissent l'image de notre pays parce qu'ils sont à la recherche, par exemple, des garanties d'État. Des garanties d'État, une fois obtenues, ce n'est pas pour faire le travail qu'ils devaient faire, c'est pour aller escompter et faire des affaires ailleurs. Ils cherchent des contrats miniers et quand ils ont des concessions minières, ils ont tous les documents administratifs et quand ils ont les bons rapports avec les banquiers, ce n'est pas pour faire l'exploitation, mais c'est pour aller dans la spéculation au niveau des marchés boursiers. Donc, et maintenant, lorsqu'ils ne les obtiennent pas, ils sont encore les premiers à nous critiquer. Donc, sachons faire la part des choses. Nous devons dire que nous devons lutter sur les plans internes, mais tout en limitant aussi, bien que des gens puissent nous accuser, mais essayer d'être aussi ferme contre, passez-moi l'expression, contre tous les patrons voyous. Contre les patrons voyous. Alors,
sociologue américain Edwin Sterland, M. Lambert Memba, dit que les criminels financiers se recrutent dans la classe politique pour la plupart. Alors, la classe politique congolaise gangrénée, pensez-vous que vraiment ces têtes puissent tomber dans le scénario? Merci Eric. Je voudrais, dans un premier temps, apaiser Papi pour dire que comparaison n'est peut-être pas raison. Le Japon a connu 15 gouvernements successifs, ça c'est évident, il semble que ça s'est développé, etc. Non, il ne faut pas comparer les incomparables. Le Japon a une civilisation qui date du 6e siècle. Et le Japon a eu des grandes performances que nous ne sommes même pas à 1/10 de ce que représentent ces performances-là. La preuve, c'est que pour la première fois, le gouvernement congolais a 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars comme budget. C'est maigrichon. Et pourtant, les fraudes douanières au Katanga, à la frontière de Kasumbalissa, il y a eu un manque à gagner de 2,5 milliards. Le rapport du procureur est très clair par rapport à ça en décembre 2013. 2,5 milliards. Je m'excuse beaucoup. C'est très grave. La DGDA avait initié la même enquête. On a vu plus de 700 millions de dollars volatilisés. C'est très grave. Parce que ça représente le 10e de ce que représente notre budget de la République. Ça, c'est la corruption dans un seul secteur douanier, etc. Mais regardez un peu ce qu'on appelle la grande corruption, où les contrats doivent être signés entre ceux qui viennent comme investisseurs et ceux qui sont nos dirigeants dans les différents secteurs de la vie nationale. Regardez la corruption artisanale qui se réalise. Allez dans une commune aujourd'hui, vous allez voir que tous les documents, attestation de mariage, attestation de naissance, etc., il y a un petit marché devant la commune, etc. Et les gens viennent. Et à ce niveau-là, c'est grave. Et donc, aujourd'hui, les études ont démontré que 85-95% des moyens qui auraient pu servir à l'État sont volatilisés. Papi me disait un jour que non, M. Yamba, lorsque vous citez la recherche d'un panel qui démontrait que lorsqu'on arrête la corruption, cette fraude à proportion de 30%, on peut générer l'année suivante à 55 milliards de dollars du budget. C'est qu'on peut prendre une vitesse de croisière. Mais il me disait, c'est un cas d'école. Je concède. Mais j'ai dit qu'en fait, ce sont des éléments qui doivent nous permettre véritablement d'activer, n'est-ce pas, ce qui représente nos prérogatives pour que ça change. Parce que sincèrement, si nous allons dire, bon, parce que la corruption existe ailleurs, et nous aussi, nous devons le faire. Mais regardez, nous avons combien d'argent? Nous avons combien d'argent dans le budget? J'ai entendu un Premier ministre dire, mais écoutez, je suis le premier à ramener d'un budget d'1 milliard à 7 milliards. Mais écoutez, 7 milliards, qu'est-ce que cela représente pour un pays en dimension sous-continentale? C'est de tout ça. Alors, quelle est la source de revenus aujourd'hui pour le Congo? La source de revenus pour le Congo, c'est essentiellement des taxes et des impôts, et tout ce qu'on génère. Mais si nous pouvons volatiliser plus de 80% de ces ressources, nous resterons avec quoi? Parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, des entreprises qui génèrent des biens et des services en valeur ajoutée. La plupart de tous ces investisseurs viennent pour prendre les briques et aller transformer ailleurs. Mais nous avons besoin des entreprises qui produisent de la plus-value, etc. Et ça n'existait pas. C'est comme ça que nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes de revenus, nous avons. Donc, sincèrement, pour l'instant, ce service vient véritablement résoudre un problème important, encore qui est interaction dynamique entre les différentes structures qui existent, encore qui est une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation, un nouvel engagement de la plupart de ces structures, etc., parce qu'elles n'ont pas encore démontré de quoi elles sont capables. Et si c'est le même homme qui a été incapable de poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir enfler les caisses de l'État en étant dans les structures qui existent, si c'est la même attitude, le même comportement, le même état d'esprit qui véritablement doit piloter la nouvelle structure, moi je crois qu'on n'aurait pas fait un bon bondissement. Mais je considère que le chef de l'État a une volonté de pouvoir faire quelque chose, encore que ceux qui sont véritablement responsabilisés deviennent aussi des artisans qui permettent à ce que notre pays soit bien coté, et pas seulement bien coté, que les citoyens trouvent leur compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impossible dès lors qu'on n'a pas beaucoup de moyens.
Il faut avoir des moyens, mais les moyens doivent s'obtenir. Pour l'instant, ce sont les petites recettes générées parce que nous n'avons pas encore connu des entreprises technologiques, des entreprises qui nous permettent d'avoir une certaine productivité, des entreprises qui produisent de valeur ajoutée. On n'en a pas encore, qu'il faut que ce soit l'engagement véritablement du gouvernement qui sont consignés. J'avais vu dans son programme 2012-2016 encore que cela soit rendu opérationnel parce qu'il me semble que nous entendons encore fois. Nous attendons encore alors quelques 2 milliards de dollars de volatilisés comme ça à Kasumbalé. Et pourtant, la douane est censée être un instrument de répression de la fraude financière. On est parti pour l'avoir. Le CNRF n'essaierait dans ce cas que la chronique d'un échec annoncé, une institution juste pour barader. Vous savez, les chiffres peuvent affoler, mais les chiffres doivent au contraire motiver au travail. La raison pour laquelle cette institution doit aujourd'hui exister, parce que les chiffres ailleurs, dans d'autres États, sont de loin plus importants. De loin plus importants. Mais je dis que ces chiffres-là doivent affoler. Et ce que je déplore par rapport à cela, c'est un peu une sorte de complicité passive de ceux-là qui sont censés être des pourvoyeurs de richesses, des créateurs de richesses dans notre pays, notamment les entreprises. Les entreprises devraient aussi mettre en place un système de gestion saine avec un regard fixé. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Cela va appeler à un changement de mentalité. Vous savez, le chef de l'État l'a dit dans son discours. C'est l'État et la nation, à l'issue des concertations nationales, que nous devons prendre conscience d'échanger pour faire une autre politique et construire un autre pays. Il est important qu'à un certain moment, et aujourd'hui je pense que l'heure a plus que sonné, pour que les Congolais dans l'ensemble, et là je ne vais pas politiser un tel débat, je dis les Congolais dans l'ensemble, nous puissions prendre conscience. Nous devons considérer les défis qui a relevés devant nous. Et quand maintenant ce n'est plus l'opposition, c'est les pouvoirs, à travers par exemple le vice-premier ministre, qui va initier tout un séminaire pour parler de coulage des recettes et obtenir un chiffre très important. Quand c'est le chef de l'État qui annonce des mesures, là, ce n'est plus l'opposition qui critique les pouvoirs. Là, c'est les pouvoirs qui essayent d'interpeller ceux qui travaillent. Donc, ça montre que les problèmes dépassent un peu les bornes des simples clivages politiques. Aujourd'hui, prenons conscience en tant que Congolais, du moins ceux qui exercent les responsabilités aujourd'hui, mais encore ceux qui les exerceront demain. Ok. Vous parlez de la prise de conscience par tous les Congolais. Pensez-vous que ça soit possible alors qu'il y a cette grande disparité entre ceux qui sont dans la politique, qui aujourd'hui est le métier qui paye le plus au Congo, ceux qui sont les cols bleus, hein, les ouvriers qui sont extrêmement pauvres et les politiques qui sont extrêmement riches. Il faut se retrouver en politique pour pouvoir exister, mener une vie assez saine. Pensez-vous que le bas peuple puisse vraiment vous écouter, prendre conscience? Vous savez, ces tableaux sombres que vous essayez de faire, c'est un tableau que je n'approuve jamais. C'est un tableau réel. Je n'approuve. Permettez que je réponde. Vous êtes sur la voie de la vérité. Permettez que je réponde. Je ne pouvais pas m'entendre dire autre chose de la bouche de M. Norbert. Non, c'est-à-dire, les combats de tous les jours que mènent les pouvoirs, c'est de réduire un peu l'écart qui existe entre la classe opulente et puis ce que vous appelez la classe paysanne, c'est-à-dire la classe ouvrière, la classe la plus basse, par une politique qui favorise de plus en plus l'émergence de la classe moyenne. Mais nous ne le faisons pas en faisant abstraction de nos propres réalités. Parce que figurez-vous, dans son rapport annuel de 1997, et ça, M. Norbert Yambamba est consultant à la Banque mondiale, donc il ne peut pas contester les chiffres de la Banque mondiale en étant sur le plateau, parce que ça risquait de lui porter préjudice. Dans un rapport de la Banque mondiale de 1997, il était clairement dit que la gestion de la Deuxième République, c'est-à-dire la gestion calamiteuse de la Deuxième République sur le plan économique, bien entendu, a retardé le développement de notre pays d'au moins un demi-siècle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a fait un tableau très sombre de cette gestion calamiteuse et il s'est rappellerait de l'affaire Blumenthal. C'était en 1979 déjà, qui avait même claqué la porte de la Banque mondiale ici, les fameux Allemands, pour parler de la... Il a laissé un terme dans notre économie de la déconvenue, c'est-à-dire des choses qui se passaient, des pratiques qui se faisaient, ou pour financer l'économie, il fallait carrément recourir à la planche à billets. Aujourd'hui, ceci n'est plus le cas. Ça veut dire que nous sommes dans un processus où on ne finance plus l'économie par la planche à billets.
on finance l'économie. Certes, il y a certaines méthodes on pourrait approuver. Bon, il y a certaines